Bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série webinaire qui s'appelle qui s'intitule Trouver le cap de la durabilité. Vous aviez été nombreux déjà à participer au premier qui était concentré sur la définition de ce qu'est la durabilité. Et là, aujourd'hui, ce deuxième épisode, il est dédié à la durabilité au centre ou au cœur de la réglementation française, européenne et voire internationale. Donc, c'est un sujet qui passionne, puisqu'on voit qu'on a beaucoup d'inscrits. Et pour cause, c'est un sujet assez riche et très intéressant parce que dans ses implications. Et c'est pour ça qu'on a deux personnes aujourd'hui pour nous aider à décrypter, dont un partenaire qui nous est cher, Mathieu Rama, qui provient de Ecos Standard. Je vais te passer la parole, Mathieu, pour que tu puisses te présenter rapidement. En très résumé, Ecos, c'est donc une ONG qui a pour ambition d'accompagner les changements, d'avoir un impact positif sur les standards, justement, voilà, d'avoir un impact positif sur les standards européens, voire internationaux. Enfin, je te laisse te présenter, tu le feras beaucoup mieux que moi. Bien sûr, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, évidemment, je représente Ecos, qui est une coalition environnementale sur les standards, donc une coalition internationale. En fait, on travaille avec un réseau d'experts, des ingénieurs qui ont pu travailler auparavant sur les produits sur lesquels nous travaillons, et aussi des membres qui sont eux-mêmes des ONG environnementales. Notre méthode de travail, c'est donc à la fois de travailler sur les standards, sur la réglementation et sur les campagnes qui vont permettre à des politiques sur les produits de se développer. Donc, historiquement, Ecos a surtout travaillé sur les normes éco-design, notamment des produits électroniques et ce qu'on appelle les produits liés à la consommation d'énergie. Il y a beaucoup de standards qui sont développés pour, par exemple, mesurer la consommation énergétique, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir des politiques sur labelliser et réduire la consommation énergétique. Il faut avoir des méthodes de mesure, de calcul, pour être sûr que tous les fabricants, tous les distributeurs respectent les mêmes codes au niveau de la mesure et comment atteindre ces objectifs. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler sur à la fois la standardisation et la réglementation. Et nous travaillons aussi sur des campagnes. Donc, par exemple, je travaille pour Ecos, mais je travaille particulièrement sur tout ce qui est produits ICT, donc comme les téléphones, les ordinateurs, les imprimantes. Et je suis impliqué, par exemple, dans la campagne Right to Repair, dans laquelle certains d'entre vous, d'ailleurs, sont impliqués. Je crois bien. J'ai vu quelques participants. J'ai vu Ronan, par exemple, de Hop. Donc voilà, participons aussi. C'est important pour nous de participer dans des campagnes pour faire en sorte que les objectifs plus généraux que nous essayons d'atteindre via les standards et la réglementation soient atteints. Oui, très bien. En fait, c'est vraiment d'aller vers. Il y a une vision et une direction d'influence positive sur les réglementations et l'harmonisation et la standardisation. Super. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette introduction. Pour échanger avec toi, de notre côté, on la connaît bien, on la présente quand même. C'est Elsa, la cofondatrice d'Ethikis et donc du label le Long Time. Elle va se présenter très rapidement la structure et aussi peut-être le pourquoi de cette série de webinaires Trouver le cap de la durabilité. Je te donne la parole, Elsa. Merci Sophie, bonjour à tous. Oui, donc rapidement, parce que finalement, je pense que vous êth nombreux à nous connaître. Ethikis Activis, rapidement, c'est donc une coopérative toulousaine à l'initiative de la construction du label Long Time. Ça fait maintenant bientôt 6 ans qu'on travaille sur cette thématique de la durabilité. C'est vraiment parti sur la construction de ce qu'est aujourd'hui le label Long Time et ses critères. On a très rapidement intégré des groupes de travail au niveau national, au niveau européen également, puisque c'est étroitement lié et qu'il est indispensable de suivre la réglementation, d'où l'objet aussi de ce webinaire. Voilà, vous voyez rapidement
que la construction du label, en tout cas, a pris du temps parce que ça a été en consultation avec les parties prenantes, qu'on a fait un référentiel, qu'on travaille avec des organismes de contrôle aussi pour que, justement, il y ait des moyens de preuve qui soient associés à ces critères, à ces exigences. Petit rappel historique, les premiers labellisés, c'est 2020, donc ça reste tout jeune. On voit quand même au regard des produits qu'il y a quand même un engouement de la part des fabricants et qu'il y a de plus en plus de produits qui sont labellisés. Donc ça, c'est hyper positif comme signal. Et je ne vous en dirai pas plus, si à dire que Long Time, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une méthodologie applicable sur une très large gamme de produits. Et voilà, là-dessus, et je vais répondre à la question pourquoi cette série de webinaires, donc qui s'appelle Trouver le cap de la durabilité. Donc, comme vous l'aurez compris, ça fait donc 6 ans qu'on travaille sur cette thématique-là. La réglementation changeante et il est impératif, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui cherchent à bien comprendre les enjeux de la durabilité. Et c'est pour ça que l'on a souhaité élargir nos services aussi pour offrir l'expertise à tous les acteurs, quel que soit leur niveau de maturité, leur offrir les moyens vraiment de travailler la durabilité des produits, que ce soit au niveau des distributeurs, des fabricants évidemment, et in fine de passer le message. C'est pour ça que vous retrouvez nos 4 services aujourd'hui qui sont comprendre donc vraiment une formation dont est extrait le contenu que l'on vous présente aujourd'hui en version évidemment bien réduite. Donc une formation pour bien comprendre les enjeux de la durabilité, tout un tas d'études aussi qu'on est capable de produire par famille de produits et des accompagnements personnalisés sur comment diagnostiquer ces pratiques et enclencher aussi des améliorations dans la fabrication ou dans le référencement de produits et in fine la démarche de certification Long Time. Super. Voilà pour faire Ouais, court. oui, je reprends parce qu'en effet, pour pouvoir se lancer dans une démarche de durabilité, déjà, il fallait comprendre ce que c'était que la durabilité, d'où le webinaire numéro 1 qui était sur cette question. Et là, le webinaire numéro 2, justement, quel est ce cadre réglementaire ou législatif qui est en train de changer et qui met cette question de la durabilité au cœur des problématiques. Peut-être on peut aller au slide suivant. Je sais. Ouais, merci. Donc voilà, ça c'est la promesse, c'est le selling point du webinaire. C'est magnifique, c'est beau. C'est déjà synthétisé, mais vous voyez, c'est quand même un peu compliqué. C'est le mapping aujourd'hui de ce qui existe en termes de texte au niveau français, européen et même dans le monde. Mais bon, comme on est quand même sympa et surtout c'est complètement illicite, moi je ne vois rien. Donc on vous a fait un peu comment dire, une espèce de synthèse de tout ça. Non, on va synthétiser voilà, tout ça. En fait, ce qu'il faut voir, et c'est pour ça qu'on a gardé ce gros mapping, c'est les maillages qu'il peut y avoir entre, en bleu, vous voyez dessiner toutes les réglementations qui sont françaises. Donc, on parlera de la loi AGEC, on parlera du code de la consommation, on parlera des indices rapidement de durabilité, tout ça. On voit que c'est lié avec toute la zone violette qui sont les thématiques européennes, dont Mathieu aura la joie de nous en parler un peu plus. Sur le bas, vous avez toute l'approche normative en rose. Donc, on voit aussi que les normes, que ce soit des normes méthodologiques, que ce soit des normes sur les allégations environnementales, là aussi, elles viennent aborder cette thématique de la durabilité. Au niveau mondial, il y a tous les engagements qu'il peut y avoir sur l'ONU, sur les engagements de développement durable. Et enfin, en vert, on a sur le côté gauche toutes les normes éco-design qui sont européennes. Et là aussi, on en parlera tous ensemble. Je commence, moi, sur le focus français. OK, on a alors la volonté, vous l'aurez compris, en si peu de temps, de ne pas rentrer dans le fond des sujets. On a fait un choix éditorial bien spécifique qui est de revenir très rapidement sur les indices stars de la loi AGEC. Alors, vous en avez tous, a priori, entendu parler. C'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans le focus
de ce de ce que sont les indices réparabilité et durabilité présentés dans le cadre de la loi AGEC. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait 1 an que ça a été mis en place, qu'on commence à voir un peu les résultats de ces expérimentations, enfin en tout cas de cette législation, qu'il y a eu des controverses et on en trouve de la part des associations de consommateurs sur peut-être certains problèmes de pondération dans les indices. Malgré tout, et s'il faut noter des choses positives, ces indices ont eu la vertu, en fait, on assiste à une vraie prise de conscience de l'importance de la réparabilité. Il y a un écosystème qui se crée, qui est très dynamique. Il y a une volonté aussi des fabricants qui font des efforts en fait pour obtenir des bonnes notes. Donc tout ça est très vertueux et des consommateurs aussi qui là changent de perception face à la réparabilité. Donc c'est vraiment là on voit tout l'impact positif que peut avoir la réglementation sur ces écosystèmes et donc très largement sur la durabilité. Donc ça c'est un indice. Alors on pourra en parler, hein. Il y a toute une série de questions aussi, hein. On veut garder l'échange en fin de webinaire, donc on pourra y revenir si vous avez des questions. Mais donc, nous, si on a le temps d'exposer, on peut être assez critique sur cet indice parce qu'on est exigeant et qu'on est ambitieux. Mais voilà, il y a quand même tout un tas de points positifs qu'il fallait relever. Il faut savoir, et vous devez le savoir, qu'il y a un travail en cours sur l'indice durabilité. Donc là aussi qui porte sur certaines familles de produits, dans lequel on retrouvera les critères de réparabilité. En tout cas, ce que je peux vous dire, pour être présente dans les groupes de travail, il y a une vraie volonté de la part de tous les membres consultés qu'il y ait une harmonisation au niveau européen, et ça fera le lien ensuite avec les échanges que l'on aura avec Mathieu. Voilà un petit peu là-dessus. Sur ce travail-là, et comme c'est notre métier, alors j'ai une information qui a sauté sur le slide, mais on a développé, parce qu'on a parlé de normes au début, il y a des normes méthodologiques d'évaluation de la réparabilité des produits. Alors, l'indice de réparabilité n'est pas forcément basé là-dessus. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a souhaité aussi rendre accessible à tous la possibilité de calculer la réparabilité de leurs produits, même si la famille produit n'est pas couverte par la réglementation. Et à ce titre, François, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots sur cet outil-là et sur le travail que tu as fait. Donc François qui a rejoint l'équipe technique de Longtime et qui en tout cas a fait ce travail-là. Oui, merci Elsa. Bonjour tout le monde. Effectivement, en quelques mots, on est en train de finaliser le développement d'un outil qui simplifiera en fait une étude de score de réparabilité sur une large gamme de familles produits et qui donnera un score ensuite avec voilà, une catégorie de réparabilité et qui est un outil qui sera très simple à utiliser et qui sera en accord avec ce qui est en train de se faire au niveau européen en termes de méthodologie de calcul. Donc on aura des pondérations, ça sera plus poussé que ce qui se fait actuellement. Voilà, donc c'est un outil qui est intéressant qu'on est en train de développer. Là aussi, si vous avez des questions, on pourra y répondre après. Merci François. Bah, oui. D'ailleurs, à la fin du webinaire, je ne l'ai pas précisé, en effet, on va essayer de se garder vraiment 20 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. François, déjà, pourra répondre aux questions rapidement si c'est des questions faciles. Et sinon, eh bien, on les collectera, on les gardera pour la fin. Voilà. Je te laisse repartir. Allez, j'accélère un petit peu. Donc, comme je vous disais, on a préféré se concentrer un peu sur certains articles méconnus de la loi AGEC, donc qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui vient parler, qui vient faire de beaux focus sur la réparabilité et la durabilité. Alors bon, on parle de réglementation, hein, donc je me dois de vous mettre les articles tels qu'ils sont. Un des articles, dans l'article 25, on retrouve cette approche sur le fait que toute technique, je vous laisse lire, hein, mais y compris logiciel, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation et le reconditionnement. Donc, toutes ces méthodes-là sont interdites. D'accord ? On voit aussi que la réparabilité est maintenant considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien. Ça montre quand même vraiment le cap que l'on a passé grâce à la réglementation, ce cap que l'on passe sur ce regard que l'on a entre interdiction à la réparation et caractéristiques essentielles du produit. Alors, on se permet aussi
Et là, on n'a pas de jugement, hein, mais on se questionne, on s'interroge et on aimerait bien s'interroger avec vous aussi, hein, de savoir ce que l'on entend derrière technique. Là aussi, s'il y en a qui ont envie de partager dans le chat, n'hésitez pas. Et François va relever les informations qu'il peut y avoir. Mais voilà, qu'est-ce qu'on entend derrière votre technique? Parce que la loi peut être interprétable, enfin, en tout cas, laisse une certaine marge d'interprétation. Et donc, c'est là aussi qu'il est important de se questionner. Dans le même registre, donc toujours dans l'article 25, on voit bien que tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces détachées, au mode d'emploi ou toutes les autres informations, là aussi, c'est quelque chose qui est interdit. Exactement le même raisonnement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par accord, qu'est-ce qu'on entend par pratique? Donc nous, on n'a pas prétention, hein, à donner des réponses, mais il est intéressant là aussi de savoir qu'est-ce que vous considérez, vous aussi, hein, c'est une question que je vous pose, comme un accord ou une pratique qui pourrait venir freiner la réparation. Je suis sûre qu'il y en a qui ont des petites idées, n'hésitez pas là aussi à les partager. Alors même si on n'a pas la réponse, c'est là qu'on est allé creuser, hein, qu'on fait ce travail un peu de fourmi. On est allé voir ce qui se passe et comment c'est interprété au niveau européen, par exemple, avec un texte qui a été récemment adopté par le Parlement européen, qui fait partie du nouveau plan d'action en faveur de l'économie circulaire. Et dans ce texte, la demande est très claire, hein, puisque là, on demande un accès gratuit pour l'ensemble des parties prenantes, donc à toutes les informations. Cet accès doit être gratuit. Voilà. On voit aussi que l'accès aux pièces détachées, il ne doit pas y avoir d'obstacles injustifiés, là aussi. En tout cas, c'est des faisceaux d'indices, hein, qui nous permettent de mieux interpréter, mieux analyser ce que l'on retrouve dans les textes de la loi AGEC. Alors, il y a quelque chose de contradictoire, mais alors ce texte a été écrit en amont, hein, de 2021, mais par exemple, dans un extrait du règlement éco-design des réfrigérateurs, par contre, il était indiqué que les fabricants, importateurs, mandataires pouvaient facturer des frais raisonnables, là aussi c'est interprétable, et proportionnés pour l'accès aux informations sur la réparation. Voilà, donc normalement, c'est censé un petit peu éveiller des choses. Si je reviens donc à cet article qui est peu connu, accord ou pratique, je serais ravie qu'il y ait un peu de discussion là-dessus en suivant. Autre chose, alors très importante, là aussi, dans l'article 25, on voit que le cas de l'auto-réparation a été pris en compte et qu'aujourd'hui, le fabricant ne peut pas être tenu responsable d'un dommage qui soit survenu lors d'une auto-réparation. Donc, dès lors que, bien sûr, il donne les consignes nécessaires. Et alors ça, on a voulu le retenir parce que quand on a vraiment travaillé sur la rédaction du référentiel, donc on s'est entretenu avec pas mal de fabricants et systématiquement revenait cet argument de dire non, on ne peut pas donner trop d'informations parce qu'on on peut être responsable si le consommateur est poussé à mettre les mains dans le produit, qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, on nous a vraiment souvent rétorqué ça et je trouve que c'est assez bien que ce soit aujourd'hui bien légiféré, écrit là noir sur blanc, sans interprétation possible, que en tout cas le fabricant ne peut pas être tenu responsable. Bon, entre parenthèses, on a cherché, il n'y a jamais eu de cas de mise en cause, hein, dans tous les cas, en tout cas, on n'en a pas retrouvé. Bon, Mathieu, tu as l'air de dire aussi. Voilà, autre article méconnu. Bon, j'espère que c'est pas trop soporifique, mais en même temps, on parle de réglementation, hein. Autre article méconnu de la loi AGEC. Et là, c'est au cas où vous douteriez, hein, de tout ce que je viens de dire, mais il est écrit là aussi noir sur blanc que les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d'emploi ou la notice d'utilisation. Ça nous pousserait même à imaginer donc que tous les fabricants sortent finalement les produits avec un manuel de réparation pour tous. On voit là que presque la loi inciterait donc les fabricants à établir carrément un manuel de réparation. Donc là aussi, hein, ça renforce vraiment cette volonté qu'il y a, cette ambition qu'il y a de rendre par tous les moyens possibles la réparation de nos produits.
L'information liée à la réparation, ouais, qui est vraiment en fait L'information, très importante et c'est pas forcément hyper instinctif, mais c'est quelque chose qui est très souligné dans la loi et qui est souligné dans la loi parce que ça a été identifié comme une problématique très importante. complètement. Mmh. Donc là, c'était un peu les articles méconnus de la loi AGEC. On a souhaité aussi faire un rapide focus sur ce que la loi AGEC vient modifier dans le code de la consommation. Donc les modifications, par exemple, sur la garantie légale de conformité, alors c'est quand même assez impressionnant de voir encore qu'il y a une méconnaissance euh, assez grande sur les temps de garantie. Donc là, on l'a mis en gros en bleu. Les garanties légales de conformité, c'est 24 mois sur le neuf, l'occasion et le reconditionné. Donc ça, c'est vraiment une évolution. Que s'il y a réparation pendant le temps de garantie légale de conformité, alors la garantie est allongée de 6 mois. Et s'il y a un échange de produits pendant ce temps de garantie, alors là, carrément, la garantie est renouvelée. Enfin, elle repart à zéro, quoi. Voilà, donc ça, c'est la loi AGEC qui vient modifier ça. Autre modification. J'en profite juste, Ouais. je rebondis rapidement, parce qu'en fait, c'est très clair. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet, mais c'est vraiment très, très clair. Et pourtant, il y a encore 10 jours, à la télévision, lors d'un JT de midi, il y a un expert qui intervenait pour parler de ces questions de garantie et qui disait que la loi était floue sur les garanties dans le cadre d'un reconditionnement. En fait, non, c'est très, très clair. Donc, ça veut bien dire que, bon, elle date de 2019, hein, c'est ça? Mais ça veut bien dire que finalement, il y a des choses comme ça qui ne sont pas encore complètement passées, même, et qui sont encore mal communiquées, quoi. Donc il faut être très clair là-dessus, quoi. Et la Ouais, alors garantie, je c'est un vois. point important. Ouais. Ouais. Alors sans répondre aux questions, mais je vois Géraldine qui dit: «Attention, la GLC se nuance avec la présomption du défaut d'antériorité», effectivement, qui n'est pas de la même durée si le produit est neuf ou d'occasion. Effectivement. Alors en France, on est plutôt bien lotis puisque la GLC sur du neuf, on est bien sur du 24 mois, 24 mois. La présomption, par contre, elle n'est que d'1 an, sur le produit, occasion et reconditionné, si je dis pas de bêtises, mais Florent est là pour, heu, pour me dire, si tel est le cas. Mais oui, effectivement, il faut faire attention à ça. Autre modification sur la mise à disposition des pièces détachées, il a été précisé, donc là aussi, vous savez que là, c'était dans le cadre de la loi Hamon, il y avait donc l'obligation d'informer sur la disponibilité, sur le temps de disponibilité des pièces détachées. Il y a la loi AGEC qui vient modifier deux choses. Un, elle décrète le temps de mise à disposition, donc il doit être sous 15 jours. Et parce qu'il y avait là aussi un petit flou dans la première version, c'est que si on n'avait pas d'information sur le temps de disponibilité des pièces détachées, alors l'information n'était pas tenue d'être affichée. Alors que maintenant, il se doit d'être écrit que s'il n'y a pas d'information, ça veut dire que les pièces sont non disponibles. Là aussi, dans un souci de transparence auprès des consommateurs, c'est quand même assez important. Et je finirai sur, là aussi, une dernière modification qui est relatif donc à la disponibilité des pièces détachées pour un secteur bien particulier, donc qui sont les ordinateurs et les téléphones mobiles, où là, on a carrément un temps minimal de disponibilité qui est légiféré et qui est de 5 ans. Et là, on se retrouve un peu sur des mécanismes de l'éco-design, hein. Tu vas en parler mieux que moi, Mathieu. Mais voilà, sur ces mécanismes-là qui, avec des exigences minimales, viennent tirer les pratiques vers le haut, au profit évidemment de la réparabilité et donc de la durabilité des produits. Voilà, j'ai essayé d'être assez concise, Sur évidemment, le hein, timing, c'est pas mal. je Bravo. le répéterai pas assez, on ne peut pas rentrer dans le fond et de la loi AGEC et de tout ce qui se fait en France, ça vous l'aurez compris. Donc là, c'est un petit avant-goût. On vous donne quand même du concret en ayant un focus sur ces articles-là. Et maintenant, on va venir faire un petit lien avec Oui, l'approche je te remercie. européenne. Oui, en effet, parce que bon, donc merci pour ces informations et ces focus. Évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, vous l'avez compris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a nos formations, si vous souhaitez en savoir plus.
Mais alors, justement, là, tu parlais des smartphones et c'est un des sujets phares en ce moment de la réglementation européenne. Bon, pas que. Mais pour être allée à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, je sais bien à quel point, d'ailleurs avec Roland, je sais bien à quel point l'Europe regarde ce qui se passe en France et inversement. Alors, le niveau européen et même certains pays européens qui commencent eux-mêmes à légiférer là-dessus, puisque la France, aujourd'hui, est un pays pionnier sur ces questions-là. Et tout l'enjeu va être évidemment quelle harmonisation et comment on va le déployer dans toute l'Europe, mais c'est déjà en train d'arriver. Et donc là, Mathieu, je vais te passer la main pour aborder des sujets et entre autres l'exemple des smartphones qui va pouvoir illustrer plusieurs de ces sujets durabilité au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup. Du coup, je prends le contrôle de la présentation en espérant que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison, tout va bien se passer. Voilà. Donc, vous voyez donc la slide sur, voilà. Donc c'est un diagramme très général sur la politique de l'Union européenne actuelle, sur comment rendre les produits plus durables. Donc, en fait, ça tout part d'une communication qui a été faite le 30 mars 2022 sur faire des produits durables à norme dans un marché unique plus résilient. Donc, comme vous voyez, ça implique pas mal de différentes normes législatives qui sont toutes en ce moment en train d'être développées. Donc, aucune de ces règles, pour l'instant, n'est actée dans le droit européen. Donc, je vais éviter de toutes les lire parce que sinon, ça va prendre beaucoup plus d'un quart d'heure. Et je vais zoomer sur trois initiatives en particulier qui seront particulièrement intéressantes pour le sujet d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, on a donc les nouvelles règles pour autonomiser les consommateurs face à la transition énergétique. Il s'agit en fait de l'initiative de l'Union européenne pour faire en sorte que les consommateurs soient mieux informés à la fois de l'impact environnemental de leurs produits, mais aussi simplement d'être sûr que les méthodes pour pouvoir certifier un produit sont non mensongères et éviter d'avoir une prolifération de labels qui sont parfois basés sur aucun contrôle, aucun audit pour vérifier si effectivement les marques qui utilisent ces labels respectent des normes minimales en termes de neutralité carbone, par exemple. Donc voilà ce que prévoit cette norme, donc ces règles. Donc c'est une protection contre l'éco-blanchiment, donc on peut appeler aussi greenwashing, et la planification ou conception délibérée de produits à la durée de vie limitée. C'est une autre manière de parler d'obsolescence programmée, bien sûr, même si voilà, pour l'instant on n'a pas de proposition concrète d'interdire l'obsolescence programmée via cette norme. On y travaille, on essaie de convaincre la Commission d'intégrer une interdiction d'obsolescence programmée, tout en essayant d'aller un peu plus dans le détail parce qu'on voit bien que l'exemple en France, alors qui est novateur et qui permet de lancer la discussion, mais on voit que la définition qui existe de l'obsolescence programmée en France légalement permet difficilement de pouvoir vraiment empêcher les fabricants de mettre des appareils sur le marché qui contiennent de l'obsolescence programmée en quelque sorte. Donc, il s'agirait d'aller un peu plus dans le détail et de définir plus clairement et comment faire en sorte que effectivement on puisse se servir de ça comme une base légale pour attaquer les fabricants. Donc aussi, ce qui est très intéressant, c'est la promesse de renforcer la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et la directive sur le droit des consommateurs, parce qu'en fait, pour l'instant, la menace des normes éco-design qui existent déjà, surtout pour l'efficacité énergétique au niveau européen, en fait, elle est assez neutre puisque très peu de produits qui seraient qui n'appliqueraient pas à la lettre les normes éco-design établies au niveau européen, en fait, ont peu de risques légalement parlant, parce qu'en fait, les autorités de surveillance ont des ressources limitées pour vérifier la compatibilité avec les normes européennes. Donc, il y a aussi cet objectif.
Et donc aussi informer sur la durabilité et la réparabilité des produits. Donc ça, ce se fera en fait plus via l'application de normes spécifiques sur l'éco-design. Donc on verra ça un peu plus tard avec les smartphones. Et clairement, donc voilà, donc je rappelle, il n'y a pas d'interdiction claire de l'obsolescence programmée. Et les définitions pour l'instant sont pas suffisamment claires. Donc c'est un texte qui pour l'instant est encore négocié entre le Parlement européen et la Commission européenne. Donc on a encore de l'espace, on va dire, pour améliorer ce texte. Donc peut-être. Ouais, alors Mathieu, je crois que tu as oublié une Oui, slide ouais. juste avant ça sur les C'est produits possible, durables. oui, Non, c'est bien ce qui me semblait. ouais, juste pour rebondir sur. En Pardon. fait, elle apparaît 2 fois cette slide, ce qui est assez bizarre. Est-ce que je peux très rapidement partager j'ai partagé mon écran vite fait pour pouvoir Vas-y, ouais. partager la slide. Ce sera plus simple. C'est du direct, mesdames, messieurs. Désolé pour ce petit contretemps. Non, si moi je me permets de rebondir un petit peu sur l'éco-blanchiment, vous aurez dans les slides qu'on vous adressera, mais il y a effectivement plusieurs allégations environnementales qui ont été comment dire, considérées comme comme de la concurrence déloyale. Il y a certains exemples très, très basiques qui forcément nous importent beaucoup, comme par exemple afficher un label de durabilité qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par les autorités publiques. Donc ça, c'est bien de se dire qu'il ne va pas y avoir non plus d'opportunisme pour, en tout cas, communiquer sur la durabilité des biens sans qu'il y ait quelque chose de tangible derrière. Je m'arrêterai, je te redonne la main, vas-y. Merci. Donc du coup, la deuxième initiative qui encore aussi est en train d'être négociée entre le Parlement européen et les États membres. Donc le règlement sur l'éco-conception pour des produits durables qui a pour objectif en fait d'étendre le scope, donc voilà, pour étendre Le périmètre, voilà, merci, de la directive éco-design. Donc, on passe d'une directive à un règlement, donc c'est plus coercitif pour les États membres. C'est-à-dire que les directives, normalement, doivent être transposées par les États membres. Les règlements sont d'application directe, donc on a une norme qui est un peu plus costaud, on va dire. Et aussi, elle permet d'étendre le nombre de produits qui vont être touchés par les normes éco-design. Parce que pour l'instant, en fait, on avait seulement les produits liés à la consommation énergétique. Maintenant, il y a aussi des produits tels que les vêtements, les meubles qui pourront faire l'objet d'une norme éco-design, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Ensuite, donc ce règlement aura aussi pour objectif d'améliorer les exigences de performance d'information pour des produits plus soutenables. Donc, techniquement, voilà, développer des normes éco-design spécifiques pour les produits, mais aussi une volonté de développer des normes horizontales, c'est-à-dire des normes éco-design qui vont s'appliquer à plusieurs types de produits. Donc, il y en a une qui est pour l'instant en train d'être développée. Alors, ce qui n'est pas vraiment une norme éco-design, mais pour donner une idée de comment toucher de manière horizontale les produits via des normes qui pourraient être comparées à des normes éco-design. Par exemple, faire en sorte que toutes les batteries puissent être remplaçables sur le marché européen. Donc, c'est un exemple de comment rendre plusieurs types de produits en même temps un peu plus facilement réparables et durables. Aussi, donc, ce règlement aura pour objectif de collecter des données contre la destruction des invendus. Sur l'état actuel de la destruction des invendus au niveau européen. Donc, avant, on espérait que ce soit une interdiction concrète ou des objectifs en termes de réduction de la destruction des invendus, mais pour l'instant, la Commission se cantonne à collecter des données. Aussi des critères obligatoires pour les marchés publics écologiques qui vont être développés, donc pour encourager les institutions publiques à se fournir en produits plus durables. Quelque chose d'assez intéressant aussi qui va être développé via ce règlement, c'est un passeport produit numérique, donc il reste encore à définir. Donc le règlement pour l'instant annonce le développement de ce passeport qui prendra quand même pas mal de temps avant d'être développé.
Donc un passeport qui permettra d'identifier plusieurs informations sur le produit, telles que par exemple ça pourrait être l'existence de pièces détachées et éventuellement leur prix. Après, des informations aussi sur le contenu des produits, si ça pourrait être intéressant pour les recycleurs, par exemple, de savoir exactement quel type de matériaux sont utilisés. Donc, en fait, il y a tout un tas d'informations possibles à intégrer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de définition exactement concrète de ce que ça va contenir, mais voilà, c'est dans les plans de la commission. Et aussi, voilà, renforcement de la surveillance de marché. Voilà, faire en sorte que les normes éco-design qui vont être développées au niveau européen soient plus fréquemment appliquées, qu'il y ait des menaces plus concrètes pour les fabricants qui mettraient des produits sur le marché qui ne sont pas compatibles avec le droit européen sur l'éco-design. Malheureusement, par contre, il n'est pas prévu de compensation pour les consommateurs qui achètent des produits qui seraient non conformes, ce qui est assez dommage. Donc ça, voilà, j'ai déjà traité. Et donc, je voulais focus aussi sur les téléphones portables parce que c'est une proposition qui est assez récente de la Commission. Donc, ça fait un peu plus d'1 mois maintenant que la Commission a proposé un draft de cette proposition. La proposition officielle sera publiée d'ici quelques mois. On n'a pas encore de date précise. Techniquement, c'est avant la fin de l'année, mais comme la version qu'on a actuellement a connu pas mal de délais, il est possible que ce soit plus tard. Et donc, une des mesures phares dans cette proposition, c'est un index de réparabilité et un label énergétique qui contient des informations sur la fiabilité. Donc, vous voyez l'image à droite qui contient donc d'informations sur l'efficacité énergétique du produit, mais surtout donc des informations sur la durabilité, on va dire, de la batterie pour un cycle de chargement. Donc, je recharge ma batterie à 100%, combien de temps elle va tenir avant de tomber à zéro. Ensuite, une notation de A à E de la résistance aux chutes. Une note de A à E sur la réparation. Donc, bon, voilà, on en parlera peut-être après, mais il va y avoir des problèmes de compatibilité avec l'indice de réparabilité français qui est basé sur une note sur 10. Donc là, on aura une différence en termes de visibilité pour le consommateur sur l'indice de réparabilité européen. Ensuite, comme vous voyez en bas à gauche du label, une indication aussi sur la durabilité en termes de cycle de chargement, c'est-à-dire que le distributeur devra indiquer combien de fois l'appareil pourra être chargé jusqu'à atteindre une capacité de 80%. Donc, par exemple, ce sera affiché 500 cycles de chargement et il faudra comprendre 500 cycles de chargement jusqu'à ce que la batterie atteigne 80% de sa capacité. Donc, on aura encore un appareil qui sera en état de fonctionnement, mais la batterie n'aura plus que 80% de capacité. Et enfin, en bas à droite du label, la résistance de l'appareil à la poussière et donc son indice IP, qui permet de démontrer si un appareil est waterproof. Ensuite, on va avoir une liste de pièces détachées qui malheureusement sera différente pour les réparateurs professionnels et pour les consommateurs. On n'aura pas une liste de pièces détachées qui sera accessible pour tout le monde, ce qui est fort dommage. On aura un délai de livraison qui est quand même assez ambitieux, on trouve, donc 5 jours ouvrés pour le distributeur pour livrer les pièces détachées auxquelles les réparateurs professionnels et les consommateurs auront accès. Il y aura aussi un accès à l'information sur la réparation facilitée pour les réparateurs professionnels. Les consommateurs aussi auront un accès à la réparation, mais seulement pour ce qui concerne les pièces détachées auxquelles ils ont accès. Donc, juste aussi pour rappeler pour les consommateurs les pièces détachées, parce que c'est quand même assez important. Alors, ce sera les batteries, mais ça, c'est assez dommage aussi, les fabricants devront donner accès aux batteries, mais seulement s'ils décident, s'ils ne préfèrent pas une alternative qui est d'avoir une batterie très durable. Donc, en gros,
Si les fabricants décident de préférer avoir une batterie donc built-in, donc intégrée dans le téléphone, ils devront faire en sorte que la batterie tienne plus de 1000 chargements en ayant une capacité ensuite de 80%. Et aussi pouvoir résister à donc être une demi-heure sous 1 mètre d'eau. Donc c'est un peu dommage, c'est-à-dire que si les fabricants atteignent ces objectifs de durabilité de la batterie, disons, ils pourront éviter de donner accès aux batteries en tant que pièces détachées pour les consommateurs. Ils sont toujours obligés de donner accès aux batteries pour les réparateurs professionnels, mais pas pour les consommateurs. Et après, comme autre pièce détachée pour les consommateurs, il y a l'écran et l'espace de chargement pour la carte SIM, enfin le tray. Et puis ensuite, c'est aussi le connecteur pour le chargeur. Ensuite, oui, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est le bundling, donc pouvoir souder plusieurs pièces détachées ensemble va être limité. Donc seulement certaines pièces qui pourront être connectées ensemble. J'ai plus exactement en tête lesquelles, mais en gros, quand voilà, il y a une entrée qui peut être multifonction. Donc, je dis probablement des bêtises, mais par exemple, si le chargeur est aussi une entrée audio, c'est probablement une bêtise. C'est probablement autre chose, mais bon, bref, si c'est possible, voilà, qu'une entrée ait 2 fonctions, dans ce cas, effectivement, la partie sera soudée. Mais voilà, le remplacement sera quand même assez facilité. Et le prix des pièces détachées, aussi, les fabricants devront indiquer le prix des pièces détachées anticipées maximum. Alors voilà, il y a ce mot anticipé qui me fait penser voilà, que c'est vraiment pas assez ambitieux parce que ça veut dire qu'un fabricant qui, disons, afficherait au moment de la vente la batterie coûtera 50 €. Bah, en fait, 2 ou 3 ans après, ils pourront vendre la batterie 100 € et quand même respecter la législation. Donc c'est assez dommage. Donc je vais m'arrêter là. Il y a encore tout un tas de Ouais, mais en voilà, fait, je te remercie, Mathieu. En fait, ce que je comprends de tout ce que tu dis, c'est surtout qu'il y a encore plein de choses. Alors, c'est l'avantage, hein, c'est qu'avant, il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de transparence. J'ai l'impression qu'on est passé de pas de transparence à beaucoup d'informations. J'ai l'impression, tu me dis ce que tu en penses, que les enjeux, ça va vraiment être clarifier au maximum ces informations. Et l'enjeu en magasin aussi, quoi. Comment on gère ces informations, comment on gère ce que tu viens d'expliquer sur les pièces détachées, etc. Et puis, troisième chose, le fameux sujet de durabilité qui est le curseur entre réparabilité et fiabilité, quoi. Comment est-ce qu'on place ce curseur? En résumé, ce serait ça. Et le smartphone, c'est un bon exemple. C'est un exemple qui est même qui est édifiant, mais qui est même symbolique, quoi. Oui, et puis en plus, ce qui est important de noter pour cette norme éco-design, c'est que c'est la première fois que la Commission intègre des informations sur la fiabilité dans un label énergétique. Parce que jusque-là, le label énergétique, comme leur nom l'indique, c'était quand même surtout pour donner des informations sur la consommation énergétique. Donc là, la capacité de résistance à l'eau et les tests de chute, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour un produit mis sur le marché européen. Oui, exactement. Et ça va dans le bon sens, ouais. Oui. Et en tout cas, ça donne vraiment cette information de durabilité, quoi, quand on parle de résistance au choc, de réparabilité. On voit bien que là, ils ont fait le choix aussi de diviser ces informations-là, parce qu'on peut avoir la fameuse balance qu'on racontait au premier webinaire, de ce qu'est la durabilité, et cette balance entre fiabilité et réparabilité, qui peut amener d'ailleurs pas mal de débats sur le bundling, de savoir si c'était limité ou interdit. C'est ce que j'ai vu dans le chat, et on va peut-être transiter là-dessus aussi. En fait, c'est limité à 3 types de pièces qui… alors, j'ai quitté la présentation. Peut-être laisser afficher, en fait. Oui, je vais laisser afficher. Regardez vite fait, pour donner un exemple. Alors, attendez. Pendant que tu cherches ça, moi, je vais juste faire le lien.
Si d'aventure des fabricants et ou des distributeurs agissant sur l'ensemble de l'Europe pensaient qu'en France, on était un pays gaulois réfractaire, je ne sais pas quoi, non, justement, on a limité sur notre pays. En fait, non. La plupart de ces questions, et en premier lieu le greenwashing et toutes ces questions-là, sont en train d'arriver. La transparence va être et la durabilité, donc intégrée à tous les niveaux. Et ça arrive assez vite, en fait. Donc, dans les prochaines années, vraiment, on va voir les premières applications, et ça va aller très vite. Voilà, je te repasse la parole. Ouais, donc je vais partager mon écran, ce sera plus simple, ça vous pourrez voir. Voilà, sur la question du bundling, du coup. Voilà, donc on a l'exemple, ça c'est pour les téléphones, mais c'est à peu près la même chose pour les smartphones et pour les tablettes. Donc en gros, voilà, on parle d'une pièce détachée qui comprendrait à la fois donc le speaker et le chargeur externe. Donc, on a aussi le connecteur audio et le chargeur, enfin, voilà. En gros, voilà les parties qui peuvent être faire partie du même ensemble. Donc c'est dommage, c'est que ça pourrait être, mais bon, généralement ça fait partie de la même pièce, donc c'est assez logique que ça soit remplacé ensemble. Pour Voilà, voilà. traduire auprès des non-initiés, Ouais. en gros, on permet de souder des pièces alors que normalement le principe, alors quand il y a une utilité particulière, alors que normalement le principe ce serait de faire le plus possible des pièces unitaires pour pouvoir les réparer, les recycler, les réutiliser. C'est ça le principe. Ouais. Techniquement, si j'ai mon chargeur qui ne fonctionne plus, pas l'entrée de mon chargeur, le connecteur du chargeur plutôt, voilà, qui est cassé, ça se branche plus très bien. Bah, techniquement, je devrais probablement remplacer ça avec une pièce qui contiendra aussi l'entrée pour le connecteur audio. Donc Et on bon, sait que vu la taille des pièces, c'est pas forcément très grave, mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Si ça avait été séparé, ça pourrait faire encore des économies, éviter d'augmenter le prix de la pièce détachée déjà, et puis économiser un peu des ressources. Sans lancer le débat, mais après, on peut être, on parle de sous-ensemble, nous, dans le long time, et on peut concevoir, on peut accepter une soudure si elle permet vraiment de fiabiliser le produit. Alors, c'est là aussi où il faut quand même ne pas avoir d'approche non plus trop dogmatique sur les attentes que l'on peut avoir, de favoriser la réparation. C'est évidemment quelque chose de très important, mais voilà, il y a toujours cette histoire de balance. Est-ce qu'on fait un petit tour de questions peut-être? Oui, alors, oui, voilà, je pense que là, c'est un peu le moment. François, est-ce que tu as regroupé des questions en type, ou comment tu veux prendre la parole sur les questions que tu veux nous dire? Ouais. Oui, j'ai essayé. Alors, il y a eu Il y a il y a eu pas plusieurs mal questions, j'ai vu qu'il y en avait d'échanges. plein. Ouais. Il y a eu pas mal d'échanges, il y a eu pas mal aussi simplement de remarques intéressantes, hein, qui entretenaient le débat, à l'écrit, voilà, entre les participants, donc c'était intéressant. Avec Florent, qui a beaucoup d'infos, on a essayé de répondre à un maximum de questions. Hem, là, si je prends une dernière question, qui est arrivée de la part de Diallo, ça concerne les informations sur certains types de produits concernant la durée de dispo, la documentation, et cetera. Je vois enfin, est-ce que ce sont des informations qui sont données, à travers le label Long Time, et cetera? Donc, effectivement, le label Long Time est basé sur des critères, sur une quarantaine de critères dans lesquels on exige, un respect d'un certain nombre de choses que vous avez citées ici, donc notamment une qualité de documentation, une mise à dispo de documentation, un délai de mise à disposition de pièces détachées. Donc effectivement, dans le label, il y a une prise en compte des éléments que vous avez cités ici. Ensuite, alors il y a des questions qui sont venues aussi au fil de la discussion, hein, et que j'ai notées, mais du coup qui contextuellement sont un peu difficiles à recontextualiser. N'hésitez pas, si vous avez des questions à reposer, à les remettre à ce moment-là, je suis en train de regarder. Je vois une dernière question qui vient d'arriver à propos du bundling. Je
suis en train de lire en même temps que vous. Ouais, c'est très technique, hein. Après, la première fois, on est plus nombreux que la première fois, mais on avait laissé prendre la parole à certains. S'il y en a qui veulent parler, vous pouvez lever la main aussi. Ouais, ça François. peut être intéressant. Juste pour le bundling, moi, ce que j'aimerais rajouter, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que il faut placer le curseur, avoir un compromis entre la robustesse de conception et la réparabilité. On va avoir certains composants, s'ils sont non soudés, peut-être qu'on va avoir une diminution très importante de la qualité de conception. Et donc, à ce moment-là, la soudure se justifie. Voilà, pour rendre beaucoup plus robustes 2 composants entre eux. Alors évidemment, c'est une étude à faire sur chaque produit et sur chaque partie, mais ça se justifie aussi pour ça sur certains types de produits. Hem, Il y a plein de nouvelles questions là. ouais, il y a plein de nouvelles questions. Moi, je me permets de répondre à Jérôme Philippe. Les règles définies pour le label long time sont propres à Etikis si la grille d'indice réparabilité n'est pas parue au JO. Oui, effectivement, ce que l'on fait dans le même principe hein, que fait l'indice réparabilité et les normes éco-design, c'est qu'on est bien sûr une approche sectorielle hein, par famille de produits et on a une méthodologie qui permet de venir identifier, catégoriser les pièces, les hiérarchiser selon qu'elles soient prioritaires, critiques, vulnérables, consommables, et ainsi de suite, pour ensuite venir fixer des exigences spécifiques en fonction des familles produits. Donc oui, on fait ça et même le fameux outil dont parlait François tout à l'heure, c'est qu'on a même compilé ce que nous donne la norme méthodologique d'évaluation de la réparabilité, de manière à rendre accessible à n'importe quel fabricant de produits, accessible à son auto-évaluation de la réparabilité. Je ne sais pas si ça a été clair, il y a Jérôme qui lève la main justement. Alors attends, on n'est pas encore des experts du webinaire. De Teams surtout. Ah, pourquoi j'arrive pas à donner la... Ouais, moi non plus, parce que c'est peut-être pas toi qui as le pouvoir là, si. Autoriser le micro. Allez-y, Jérôme Philippe. Il faut vous démuter par contre. Oui, bonjour. Bonjour. Donc en fait, si je pars d'une démarche avec un produit pour avoir le label long time, donc j'ai bien compris que c'était des règles propres à Etikis. Si de même, par exemple, donc il y a une grille d'indice de réparabilité sur un produit, mais qui va, alors, pas à l'encontre, mais qui diverge de toutes les règles que vous avez établies, j'aurais peut-être le sentiment de l'avoir fait pour rien ou d'avoir dépensé un peu d'argent pour rien. Alors non, bon, on pourra en parler plus longuement, mais alors il y aura un souci, hein, c'est que soit nous on a mal fait notre travail, soit la législation l'a mal fait aussi. Non, a priori ça converge assez bien. Hein, on retrouve, bon, pour avoir travaillé hein, sur l'indice réparabilité, lancé les travaux en 2018, nous on avait déjà ces 41 critères. On retrouve effectivement beaucoup de critères similaires. La différence c'est que les exigences sur le label long time sont plus importantes. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a pas de, jusqu'à présent, et c'est comme ça qu'on communique sur la démarche, hein. C'est plutôt une démarche d'anticipation qui permet vraiment de cibler les actions qui permettent d'améliorer la réparabilité des produits, d'améliorer la durabilité, puisqu'on va plus loin sur certains critères. Voilà, mais c'est absolument compatible, hein. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la réglementation et le label. Ça n'aurait pas de sens. Mais avec plaisir pour en parler un peu en ayant un peu plus de temps, si vous le voulez bien. Merci. Je vous propose juste de faire la conclusion pour ceux qui doivent partir et pour ceux qui veulent rester, poser des questions, on peut rester 10 minutes de plus. Il y a plein de mains levées, ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais juste pour ceux qui doivent partir, écoutez, je me propose de conclure et de dire que ce qu'on retient, nous, surtout, c'est que donc le cadre réglementaire, il change et c'est tant mieux parce que ça nous challenge, ça nous oblige, mais c'est une contrainte qui nous pousse vers l'innovation et qui nous entraîne à s'interroger sur nos pratiques, nous auditer et nous améliorer. Et nous, dans une démarche avec Label Long Time, mais d'autres aussi le font, ce qu'on propose, c'est justement d'apporter des solutions très pratiques et une feuille de route claire. Bon, déjà des formations évidemment, mais aussi de vous accompagner dans cette démarche. Donc, si vous êtes prêts
à passer à cette démarche de durabilité, n'hésitez pas à nous en faire part. Et dernier point, c'est que évidemment, le label, vous l'avez compris, nous, c'est un moyen de preuve justement contre le greenwashing et pour vous améliorer, améliorer la durabilité de votre produit. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Mathieu pour le temps que tu nous as accordé et l'expertise. De toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter aussi. S'il y a des questions pour Mathieu, n'hésitez pas, profitez-en tant qu'il est là, tant qu'il peut rester. Tu dois peut-être nous quitter, tu dois y aller. Oui, Alors juste peut-être. Je peux répondre. En fait, il y avait peut-être une question qui revient souvent auquel je voulais répondre sur la question du prix des pièces détachées, parce que c'est assez essentiel pour la campagne sur le droit à la réparation, parce qu'en fait, voilà, on a le droit européen qui permet d'avoir accès à tout un tas d'informations de pièces détachées pour les réparateurs indépendants, mais la question du prix en fait est essentielle. Et alors effectivement, c'est vrai que il y a des normes juridiques, qu'elles soient nationales ou européennes, qui rendent difficile la fixation du prix. Mais en fait, ce qu'on propose, c'est pas d'obliger à un certain prix, de fixer un prix, c'est de demander aux fabricants de s'engager et du coup, en contrat avec les distributeurs, de s'engager sur un prix lorsque le produit est mis sur le marché. Alors, c'est vrai que je vois des exemples, je suis pas encore un expert sur ce sujet, malheureusement, donc effectivement, il peut y avoir des législations qui empêchent ces accords. Donc en fait, dans ce cas-là, il faut changer les législations là-dessus et permettre ces accords, parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas de système, et en fait, c'est vrai pour la question de la réparation, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres questions environnementales. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'outils juridiques qui permettent de fixer des prix minimaux au maximum sur certains produits, on n'arrivera jamais à changer le marché de sorte à ce qu'il encourage concrètement l'achat de produits durables ou l'achat de produits en seconde main ou de réparation. En fait, c'est impossible d'avoir ces politiques, de faire fonctionner ces politiques sans ça. Tant que les prix dépendront uniquement du marché qui ne prend pas en compte en fait les impacts environnementaux, on ne pourra pas avancer. Donc, il faut trouver ce changement, c'est vraiment un changement de paradigme. Il faut pouvoir fixer les prix. Alors, il y a une des pistes. Voilà, des fourchettes. Et après, il y a Anne-Claude qui voulait prendre la parole. Je la donne juste, je rebondis. Il y a, et dans l'indice réparabilité, et dans l'approche long time, on fixe aussi le prix en fonction d'un pourcentage maximal du prix de la pièce en fonction du prix total du produit. Et c'est une manière, en tout cas, d'avoir une fluctuation sur ce pourcentage. Anne-Claude, je crois que vous avez vous avez le micro. Si vous vous démutez, vous pouvez parler. N'hésitez pas à lever la main pour les autres. On peut rester un petit quart d'heure toulousaine de plus. Enfin, en tout cas. Anne-Claude, non, du coup. Ah, vous m'entendez là ou pas? Oui, ça y est, je n'avais pas enlevé mon micro parce que je pensais que vous l'aviez débloqué. Donc voilà. Bonjour à tous. Donc je suis Anne-Claude Pavie, je suis juriste dans le groupe Kingfisher pour la France, donc groupe de bricolage, Castorama, Brico Dépôt notamment. Et donc moi, effectivement, je trouve intéressante l'idée de bloquer un prix, sauf qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, sur les pénuries de matières premières, etc., on voit bien que c'est impossible de fixer un prix. Autant une proportionnalité, parce que si vos pièces détachées augmentent, votre produit va augmenter, ça me paraît logique. Après, fixer un prix minimum maximum, ça va faire des ententes, ça va pas être le bon plan non plus pour le consommateur, ni pour les consommateurs, ni pour les distributeurs d'ailleurs. Mais voilà. Alors après, dans l'idée de disponibilité des pièces, etc., je trouve ça super intéressant et je pense que vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, notre groupe y travaille. Cependant, il y a quand même des problèmes un petit peu techniques. C'est-à-dire que là, quand je vois qu'on veut imposer des 10 ans de disponibilité sur des tailleuses et des tondeuses, sur les moteurs, les batteries, nous, on fait de la MDD, mais on la fabrique pas. Donc, quand on arrête avec le fabricant, autant vous dire qu'il n'a pas envie de vous garder pendant 10 ans des pièces détachées et de vous les refaire. Si vous lui demandez un plan 3D de batterie ou de moteur, ça sert strictement à rien. Soyons clairs. Et moi, mon problème aujourd'hui, c'est de me dire que, OK, on peut imposer des disponibilités de pièces détachées de 10 ans sur du moteur, etc. On a 3 consommateurs et demi qui vont
qui vont commander un moteur, parce que changer un moteur, grosso modo, vous avez plus intérêt à acheter un nouveau produit, hein, vu le prix du moteur, plus la main-d'œuvre. Enfin, c'est voilà. Et à un moment donné, je pense qu'on n'est pas assez écouté aussi par les pouvoirs publics. Je comprends qu'on veuille imposer des disponibilités, mais je pense qu'il faut être raisonnable et sur la disponibilité, enfin sur la durée de disponibilité de la pièce, parce que les technologies changent aussi et que bah voilà, 10 ans c'est peut-être un peu beaucoup. Je trouvais que les 5 ans de téléphone ou de tablette étaient peut-être un peu plus réalistes que les 10 ans qu'on veut imposer sur les articles de jardinage. Mais c'est aussi une question de pièces. Enfin, un moteur, vous n'allez pas changer un moteur grosso modo, hein. Enfin, en tout cas pas sur une tondeuse ou sur un taille-haie où vous aurez plus vite fait de changer le truc, ça va vous coûter moins cher. Donc Ça dépend. si c'est pour proposer des pièces détachées qui coûteront plus cher ou aussi cher que le produit, je vois pas l'intérêt, quoi. Vaut mieux travailler sur des standards qui soient entre guillemets intelligemment pensés par des professionnels et on sait quelles pièces peuvent être changées ou pas changées, que de balancer des trucs où on a des exigences qui sont quasi impossibles. Ouais, c'est justement l'objet, je crois, hein. Enfin, je sais pas, quelqu'un veut Bah, répondre? il y a pas de discussion aujourd'hui, hein. On avait demandé 5 ans, on avait dit qu'il fallait revoir les pièces, et aujourd'hui on n'est pas écouté et je pense que ça aurait tout l'intérêt de travailler avec des organismes comme vous, parce que vous êtes des professionnels, vous savez de quoi vous parlez, là où le législateur dit: «Bon, bah, grosso modo, je fourre tout dans le bazar parce que ça me paraît intéressant», mais voilà, Alors c'est peut-être Mathieu, tu veux répondre ou il y a Florent aussi qui veut Oui, intervenir? pour réagir, c'est vrai que d'où l'intérêt en fait de travailler sur les prix, parce que si on arrive à voilà, à une pièce qui va coûter plus cher que le prix initial du produit, alors c'est vrai que je comprends qu'il y a des problèmes actuellement de logistique, de pouvoir s'engager en tant que distributeur sur les pièces qui vont être fabriquées par le fabricant. Mais alors dans ce cas, voilà, essayer de réfléchir au niveau logistique, à repenser en fait ce système, puisque c'est vrai que si on dépend euh, de manière trop importante sur voilà, la santé, on va dire, commerciale d'un fabricant pour pouvoir donner accès à ces pièces. Euh, Après, c'est vrai que le risque. Alors, effectivement, une solution que vous avez proposée, c'est la standardisation de certaines pièces. Si on arrivait, par exemple, à avoir, pour ces pièces très importantes comme le moteur, avoir une standardisation qui permette de dire, bon, ben voilà, si le fabricant n'est plus sur le marché, on pourra avoir un autre fabricant qui pourra lui fabriquer et vendre la pièce. Ça serait intéressant en termes de durabilité pour éviter d'avoir justement ces ruptures dans la chaîne d'approvisionnement des pièces détachées qui sera nécessaire pour ces politiques. Donc voilà, il y a tout un tas d'outils qui sont nécessaires, c'est complexe. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution simple Ouais. pour rendre ça possible, mais il y a plusieurs outils légaux ou volontaires et de repenser aussi les chaînes logistiques en fonction. Rien n'est impossible. Obliger Après, les fabricants à partager le plan. On parle de standardisation, je vois aussi de compatibilité. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y a peut-être une main levée, Florent, si tu veux répondre. Après, ouais, juste pour rebondir là-dessus. Ouais, vas-y. Le prix des pièces détachées, c'est effectivement quelque chose qui est très complexe. Nous, on s'en a aperçu en travaillant sur des machines à laver où on a des réglementations qui sont assez exigeantes. Et c'est poser la question, même sur une pièce détachée, hein, qui serait à 150 ou 200 euros, donc une grosse carte électronique ou une intervention sur le tambour et la cuve. Quand on rajoute la main-d'œuvre, aujourd'hui, si on se regarde tous droit dans les yeux, quel consommateur est prêt à dépenser sur une machine à laver qui a 10, 11 ou 12 ans 300 euros de réparation, sachant qu'elle a déjà 12 ans de vie, quoi. Et ça pose question. Il n'y a que les jusqu'au boutistes, donc je peux faire partie, hein, mais des fois ça me sert pas, qui iront jusque là. Donc est-ce qu'il y a pas des mécanismes de dépréciation ou à prendre en compte sur ce type de critères? Mais ça reste, quoi qu'il arrive, très complexe et je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle. Effectivement, plus la disponibilité des pièces détachées est longue, plus on sera en capacité de réparer un produit. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant, sur tout ce qui est tarification, c'est complexe.
Merci Florent, Florent qui est cofondateur du label Longtime, qui est en incognito sur ce webinaire. En incognito, et puis chef de tout ce qui est tous les aspects techniques, quoi, responsable de la technique, donc qui est notre référence sur Non, mais juste, alors peut-être pour conclure, je ne sais pas s'il y a d'autres mains qui se lèvent, et sinon on va peut-être pouvoir finir, mais pour rebondir aussi à ce qui vient d'être dit, effectivement, ça peut paraître parfois ambitieux, parfois compliqué. Vous disiez, est-ce qu'on a vraiment besoin de 10 ans de disponibilité sur des tondeuses, alors que 5 ans, c'est bien sur des smartphones? Alors bon, oui et non, j'ai envie de là prêcher aussi la parole, de dire il faut peut-être qu'on change aussi de manière de voir le marché. Vous parlez, c'est des produits MDD dont vous parlez, donc il y a des produits qui sont hyper accessibles, certes en termes de prix, et on ne peut pas demander une qualité qui soit aussi importante que des produits qui sont plus qualitatifs et donc plus chers. Mais il y a vraiment cette balance à remettre en place, et parfois dans de la MDD, en tout cas nous, c'est ce qu'on veut essayer aussi de provoquer, hein, mais c'est qu'on pourrait envisager qu'il y ait certaines pratiques, alors certes qu'il y aurait une petite répercussion sur le prix, mais finalement si le consommateur il est prêt, et les études le montrent, hein, bon, on pourra vous donner de la biblio là-dessus, mais si le consommateur est prêt à acheter un produit plus qualitatif, pourquoi ne pas le faire, quoi, finalement, et dans tous les cas, le faire avant que la réglementation l'impose, et de ne pas le subir aussi, et plutôt essayer de se dire, on anticipe et on va chercher quelque chose de plus quali. Non, mais Je je suis suis d'accord avec durable. vous, mais par contre, sur certaines pièces, je vous dis, le moteur dans une tondeuse ou sur une perceuse, etc., si vous changez le moteur, si vous payez ça plus la main-d'œuvre, autant vous dire que vous avez plus vite fait d'en acheter une neuve, hein, c'est tout. Et là, c'est là où je trouve que il faudrait être raisonnable sur les pièces, en tout cas. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on propose pendant 10 ans un panier de tondeuse. Ça me paraît pas aberrant. Voilà. Mais le Alors, moteur, un petit commentaire. honnêtement, Ouais, c'est effectivement, ridicule. il peut y avoir les Voilà, on va se dire les choses en face. C'est ridicule parce que le prix qui sera proposé, de toute façon, ne sera pas assez attractif et ne le sera jamais. On peut essayer d'intervertir, quoi qu'on en dise. Le moteur, ça reste une pièce essentielle. Aujourd'hui, si vous devez changer votre moteur sur une voiture, qui va aller réparer ça? Voilà. Après, on change Si c'est une rarement pièce un moteur du moteur, entier. ça va. Mais... Oui, oui. Ouais, comme le dit Emmanuel. C'est rare qu'un moteur entier Oui, soit. Ça peut arriver, hein, mais c'est rare. Aujourd'hui, on ne demande pas des pièces détachées du moteur, on demande le moteur. Donc là. Okay. En tout cas, dans le chat, on voit. En tout cas, on voit qu'il y a un sujet sur tout ce qui est tondeuse. Aussi. Hein. Moi, j'en suis assez convaincue. Hein, c'est pas que les tondeuses. Hein. C'est pas que les tondeuses. Non, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet, ouais. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci pour vos réactions. Ah, il y a Benjamin. Allez, on prend un dernier, c'est la dernière main on va levée, prendre Benjamin, la question de Benjamin, mais juste n'hésitez pas à nous faire vos remarques ou vos retours sur le webinaire. Et si vous avez des questions suite à tout ce qu'on s'est dit, écrivez-les nous, comme ça on les listera. Peut-être ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire d'ailleurs, ou alors on pourra peut-être vous répondre si c'est des questions auxquelles on a la réponse tout de suite. Voilà, Benjamin. Merci pour prendre la question. Benjamin Leroux, responsable qualité Castorama France. Je me permets une petite réaction juste par rapport à ce que vous disiez juste avant. Les produits MDD ne sont pas nécessairement moins qualitatifs que de la grande marque. C'est absolument pas le cas. Ça, c'était juste une petite. Tout à fait d'accord. Sinon, ce qui m'intéresserait, moi, au niveau de votre connaissance du marché aujourd'hui, on parle beaucoup de ces pièces détachées. Il y a des marchés qui sont matures sur la pièce détachée. C'est probablement le cas du smartphone. C'est clairement le cas du GEM, du gros électroménager. Aujourd'hui, les autres marchés ne le sont absolument pas. On est en train d'imposer ces critères sur des marchés qui sont absolument pas matures sur la fourniture de pièces détachées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait aussi pour créer cette filière qui n'existe pas aujourd'hui et qui, à terme, pourra nous amener à respecter ces critères, mais qui, aujourd'hui, en l'état, clairement, comme le dit Anne-Claude, on n'est absolument pas en capacité de fournir. Alors, je rebondis sur ce que dit Benjamin, c'est aussi l'économie circulaire, parce que c'est vrai que l'économie circulaire, on nous a balancé un décret en le fin décembre 2021 avec application au 1er janvier 2022. Aujourd'hui, les filières ne sont pas prêtes, enfin, du tout. Tout à fait. Oui, alors ça, bon, c'est rarement
ça marche rarement autrement. Ça, vous le savez tous. Par contre, aujourd'hui, vous savez certainement mieux que moi, puisque vous êtes dans le domaine, mais la filière REP a été créée suite à la loi AGEC sur le jardinage et sur d'autres thématiques. Donc, on s'aperçoit qu'il va y avoir des organisations qui vont se créer pour capter des produits en fin de vie. Donc de ce côté-là, il va y avoir des éco-organismes qui vont possiblement pouvoir abonder en pièces d'occasion ou en pièces reconditionnables ou reconditionnées les réparateurs. Il y a des structures, nous on a un partenaire qui s'appelle Swap qui est pleinement dans cette thématique-là et qui travaille sur ce sujet. Donc oui, c'est pas mature, ça se met en place et peut-être que la réglementation permet aussi à un moment donné de déclencher l'activité et de soutenir l'activité. Attention à ne pas comparer les filières REP aux filières de gestion de réparation, SAV qui sont deux circuits complètement différents. Bien sûr, mais l'un peut approvisionner l'autre en termes de pièces reconditionnées parce que c'est également une exigence de la loi AGEC. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de décret sur l'obligation des réparateurs de vendre des pièces détachées, en tout cas de proposer des pièces détachées issues de l'économie circulaire sur le jardinage. Je crois pas avoir lu ça, mais l'un peut soutenir l'autre. Il peut y avoir des liens qui se sont faits et on le voit sur le fonds réparation où c'est un lien entre les REP et les réparateurs. Il y a de plus en plus de liens qui se créent quand même. Et du coup, pour revenir à ma question, de votre point de vue, au niveau de votre connaissance, ces filières sont-elles en création? Et est-ce que c'est positif à très brève échéance ou est-ce qu'on est absolument dans le début de la création et on verra ça se créer d'ici 10 ans? Et c'est-à-dire que nous, en tant que distributeur, pendant 10 ans, on ramera. Malheureusement, Benjamin, moi, personnellement, je ne peux pas vous apporter de réponse claire à ce sujet-là. Par contre, on peut essayer d'aller creuser ça, je pense, avec Swap qui a une connaissance beaucoup plus mature que nous de ce milieu-là. Après, il y a quand même un mouvement et l'écosystème, on le voit. Alors, effectivement, pas forcément sur le jardinage, mais sur le GEM, le PEM, ça a énormément évolué et ça a évolué vite, beaucoup plus vite que ce à quoi on était habitué aussi. Parce que même dans le monde de la réparation, on a vu, il y a eu vraiment un monde de la réparation 2.0 où il y a de la formation qui se développe, où il y a des réseaux de réparation, des nouveaux modèles qui se mettent en place, des distributeurs qui prennent. Enfin, c'est assez mouvant. C'est assez riche en solutions et alors même si on ne peut pas effectivement apporter une réponse stricte, tous les indicateurs nous laissent penser que les filières se construisent de manière assez rapide et qu'il y a des ponts qui se créent entre toutes ces mesures aussi réglementaires. Et c'est là où c'est absolument important que tous les acteurs aussi fassent partie de ces échanges. Et j'en reviens à ce que disait aussi à un moment donné Anne-Claude, fassent partie de ces échanges et que chacun, avec de la bonne volonté et de l'intelligence collective, on crée ces systèmes-là pour que rapidement tout le monde soit gagnant dans l'histoire, quoi. Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas oublier que le GEM est mature depuis les années 90. Et alors, certes, ça a bougé vite, mais on est sur quelque chose qui est mature depuis bien plus longtemps. Qui avait été un peu mis à l'écart et qui est revenu, disons qu'il y avait une maturité qui est revenue, mais là c'est un autre débat quoi. Sur la Après, utilisons ça. Enfin, je veux dire, on peut très bien utiliser cette base-là puisqu'on voit comment ça a évolué pour structurer à côté. On part pas de zéro quoi. Voilà, il faut en tout cas, c'est aussi notre message et peut-être on finira là-dessus. Enfin, Sophie, je te laisserai finir, mais il y a des solutions. On peut sentir parfois que cette réglementation, elle nous serre un peu la gorge parce qu'il y a des filières, parce qu'il y a des mesures comme l'indice réparabilité au début qui a été sur une mise en place ultra rapide. Bon, on tire les enseignements de tout ça, les pouvoirs publics tirent les enseignements, les acteurs s'y préparent un peu mieux aussi, moyennant quoi il y a des solutions concrètes, il y a des écosystèmes dans lesquels on fait partie et nous, notre mission là aussi est d'apporter des réponses qui soient concrètes et d'accompagner avec tout cet écosystème à la transformation parce qu'on y croit, parce que c'est nécessaire et parce que ça sera bénéfique là aussi pour tous et la planète évidemment dont on n'a pas abordé
la Ouais, cause, une mais belle voilà. conclusion. Non, mais bravo, c'est parfait pour conclure. Et juste, je rajoute qu'en effet, bah, il faut toujours des pionniers, il faut des gens qui se rassemblent justement pour faire bouger les choses plus vite. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, et ils vous intéressent puisque vous êtes là aujourd'hui, bah, justement, parlons-en et on partagera notre écosystème, des bonnes pratiques qu'on peut avoir, les connaissances qu'on peut avoir, et on essaiera de vous aider le plus possible dans l'avancement de ces sujets, quoi. Voilà, bah, je vous propose Parfait. qu'on aille déjeuner. Bon, bonne journée à vous. Merci encore. On vous enverra la présentation et puis le replay si ça vous intéresse. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de notre webinaire de trouver la durabilité, le cap de la durabilité. Et c'est justement acquérir un socle de connaissances sur la durabilité. Donc, on continue dans cette avancée pour savoir où on met les pieds. Et ça sera en janvier, vous serez au courant. Merci à tous, vous étiez Début très d'année. nombreux. On est ravis. Merci beaucoup, Mathieu. Et, Merci, Mathieu. et au plaisir Merci à vous pour de l'invitation. reparler Un avec plaisir. chacun d'entre vous aussi. Merci, journée à merci tous. tout le monde. Au revoir. Au revoir.